l'école laïque telle qu'elle a été conçue par ses fondateurs avait pour vocation d'accueillir tout le monde. La loi de 2004, elle fait en sorte que l'école publique choisit son public, n'accueille plus tout le monde, exclut, et de manière très brutale. Une parole qui, par simple invocation, pourrait nous permettre d'exorciser tous les fléaux sociaux. Il suffirait de réaffirmer la laïcité pour les résorber. J'avais entendu un jour Mohamed Abdi, la laïcité c'est le vaccin. Voilà. Pour à peu près toutes les maladies. Quelqu'un qui prétend avoir un vaccin pour toutes les maladies, c'est ce qu'on appelle généralement un charlatan. Il n'est pas rare aujourd'hui qu'on entende un journaliste, un intellectuel, un homme politique, sans être contredit, dire dans les plus grands médias, avec le plus grand sérieux, que la laïcité, c'est garder ses convictions pour la sphère privée et rester neutre dans la sphère publique. C'est ce qui est, quand on y réfléchit, c'est pour ça que j'y reviendrai, une énormité, à la fois sur le plan intellectuel, c'est stupide, mais sur le plan politique, c'est terrifiant. Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup pour cette invitation et pour cet accueil. Je partirai peut-être de l'actualité, des récentes déclarations dont vous avez peut-être entendu parler d'Elisabeth Badinter, qui reproche, en tant que femme de gauche et en tant que féministe, c'est comme ça qu'elle se présente, qui reproche à la gauche d'avoir abandonné la laïcité, qui reproche à la gauche d'assimiler toute défense de la laïcité à du racisme, et qui conclut « il n'y a que Marine Le Pen qui défend la laïcité ». Donc ça a fait évidemment un tollé, il y a eu des réponses tout à fait pertinentes, notamment de Jean Bobéro. Moi j'ai lu parmi les réactions qu'il y a eu par rapport à cette formule, qui d'une certaine manière pour moi est assez bienvenue parce que les masques tombent, les choses se clarifient, c'est le genre de formule qui à la fois repose sur une très grande confusion, mais une confusion dans laquelle on est depuis 20 ans, et d'une certaine manière, en allant jusqu'au bout de cette confusion, elle clarifie les choses. Effectivement, une certaine idée de la laïcité, où la laïcité telle qu'elle a été repensée, reformulée, subvertie, dévoyée, effectivement, c'est Marine Le Pen qui l'incarne avec le plus de pureté ou de cohérence, même si malheureusement, l'ensemble de la classe politique du monde médiatique, du monde intellectuel, une très grande partie en tout cas, se situe dans le même registre. Alors, ce qui m'a atterré à l'occasion de cette dernière sortie d'Elisabeth Badinter, c'est que dans un hebdomadaire que j'aime bien, politiquement, qui s'appelle Politis, qui est plutôt ce qu'il y a de plus ouvert sur la question, dans le paysage médiatique français, il y avait une petite brève qui reprochait à Elisabeth Badinter cette déclaration, mais qui ne trouvait à lui reprocher que le fait qu'en disant que la gauche assimilait la laïcité à du racisme, elle généralisait avec outrance, qu'elle accusait de toute la gauche de faire quelque chose qui n'existe que dans une toute petite minorité de la gauche. En gros, elle a raison sur le fond, il y a bien ce problème, il y a bien des gens qui ont tort de confondre la laïcité avec le racisme, la défense de la laïcité avec le racisme, mais Elisabeth Badinter aurait eu tort de dire que c'est toute la gauche qui est comme ça, parce que c'est qu'une petite minorité. Ce qui m'a choqué, moi, dans cette réponse, c'est que j'ai bien réfléchi. Je fréquente beaucoup les milieux de gauche, de la gauche la plus modérée à la plus radicale. J'ai entendu beaucoup de bêtises dans les milieux de gauche, mais jamais celle-là. C'est-à-dire la petite minorité dont elle parle, je n'en ai pas vu un représentant. Je n'ai jamais entendu quelqu'un à gauche dire que la défense de la laïcité, c'était du racisme. Donc je ne comprenais pas bien pourquoi Politis donnait raison là-dessus à Elisabeth Badinter. Et par contre, je me suis senti gêné parce que une minorité à gauche, par contre, considère que le mot laïcité, aujourd'hui en France, sert 9 fois sur 10 à justifier du racisme. Et cette petite minorité, que la réponse de Politis ait pu laisser penser
que c'était cette petite minorité qui avait tort, mais qu'il ne fallait pas en tenir compte, parce qu'heureusement la majorité de la gauche n'était pas comme ça, m'a beaucoup gêné, parce qu'il me semble que cette petite minorité a parfaitement raison de penser que le mot laïcité sert aujourd'hui 9 fois sur 10 à justifier des propos, des actes, des politiques racistes. Le concept de laïcité, c'est un petit peu ce que je vais développer aujourd'hui. Dans sa genèse, dans ses origines, dans sa construction et dans la manière dont il s'est inscrit dans la loi au tournant du 19e et du 20e siècle, il est évidemment, selon moi, il n'a rien à voir avec le racisme. Il a même tout à voir avec l'antiracisme, au sens où, entre autres choses, il peut être un instrument très précieux pour garantir l'égalité de traitement de tous et de toutes, quelle que soit leur origine, quelle que soit aussi leur conviction philosophique ou religieuse. Par contre, encore une fois, je le répète, et c'est ce que je vais un petit peu développer, ce qu'est devenu le concept de laïcité tel qu'il est utilisé dans les discours publics depuis une vingtaine d'années, en France, eh bien, a bel et bien à voir avec le racisme, et ça sera ce sur quoi je finirai d'ailleurs mon exposé. Donc ce sur quoi je voudrais construire toute mon intervention, c'est justement une mise en évidence de la manière dont il y a eu ce que j'appelle une révolution conservatrice dans la laïcité. C'est-à-dire que la signification de la laïcité, le sens qu'on lui donne, la fonction qu'on lui donne, les usages qu'on en fait, ont été totalement subvertis, transformés. La laïcité, telle qu'on l'entend, telle que l'entend Elisabeth Badinter, telle que l'entend Marine Le Pen, mais telle que l'entendent, encore une fois, 9 fois sur 10, les gens qui en parlent à la télévision, dans les sphères dominantes de la société, et y compris les autorités de l'État, tel recteur, tel inspecteur d'académie, tel ministre de l'Éducation nationale, tel haut personnage de l'État, c'est un concept qui n'a strictement rien à voir et qui, à certains égards, est même à l'opposé de la manière dont la laïcité a été pensée, définie et inscrite dans la loi, que ce soit dans les années 1880 avec les lois Ferry-Goblet sur l'école, ou la loi de 1905, dite de séparation des églises et de l'État. Cette révolution, donc, je l'appelle révolution conservatrice, en soulignant le fait que je parle, disons, d'un paradoxe. Le paradoxe, c'est que depuis qu'il y a des offensives idéologiques sur ce thème, et qu'on vote des lois, donc la loi de 2004 notamment, sur laquelle je vais me focaliser, la laïcité, donc, et ces opérations idéologiques sur la laïcité, elles sont présentées toujours comme un retour aux sources. Hein. On avait oublié nos principes, on avait oublié nos fondements, et on y revient. C'est une démarche en quelque sorte fondamentaliste. On revient aux piliers, aux fondements, aux sources. Et toute cette rhétorique du retour aux sources me paraît extrêmement bizarre, et c'est de là que je suis parti, parce que je ne vois pas pourquoi ou comment on peut se référer aux sources et au passé pour voter une nouvelle loi. S'il y a besoin de voter une nouvelle loi pour interdire aux élèves de manifester par des vêtements ou par des signes une conviction religieuse, c'est bien qu'en l'état de la loi avant cette nouvelle loi, il n'y a pas dans la loi française d'interdiction d'exprimer ses convictions religieuses pour les élèves. Il n'y a pas d'obligation de neutralité exigée de la part des usagers du service public d'éducation. Donc, je suis parti de cette question toute bête, comment ça se fait que pour réaffirmer, pour revenir aux sources, il faut voter une nouvelle loi. Et c'est ça que j'appelle une révolution conservatrice. Révolution parce que c'est bien quelque chose de nouveau qui se fait, une nouvelle définition de la laïcité, de nouvelles règles du jeu, et conservatrice parce que ça se fait au nom d'une espèce de vision passéiste et d'une revisitation, d'une mythification du passé. Mythification parce qu'encore une fois, le passé dont on nous parle n'a rien à voir quand on regarde la réalité de ce qu'était la loi de 1905 ou les lois Ferry-Goblet. Alors, rapidement, donc, cette loi, je l'appelle révolution conservatrice
également parce que je la qualifie de réactionnaire, antiprogressiste, au sens où elle va à l'encontre des principes directeurs de ce qu'on appelle couramment le progressisme, c'est-à-dire notamment la défense de la liberté et de l'égalité, c'est-à-dire d'une égale liberté pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes d'un pays. Alors que précisément la laïcité telle qu'elle a été conçue dans les années 1880 jusqu'à la loi de 1905 était conçue comme un instrument au service de la liberté et de l'égalité, d'une égale liberté pour tous et pour toutes. Je résume donc, et ce sera les 4 points de mon exposé, je résume cette révolution conservatrice en 4 formules. Passage d'une conception laïque de la laïcité à une conception religieuse, théologique, théocratique, d'une certaine manière, de la laïcité. Passage d'une laïcité libertaire à une laïcité sécuritaire. Passage d'une logique démocratique à une logique totalitaire. Le mot peut sembler excessif, mais je m'en expliquerai. Passage d'une laïcité égalitaire à une laïcité identitaire, ce qui nous amène, comme je l'avais annoncé, à la question du racisme. Donc le premier point, le tournant théologique, la laïcité qui devient conçue comme une religion. Alors c'est une formule qu'on emploie souvent, mais je crois à juste titre, sans mesurer à quel point elle est vraie. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là que la laïcité, ce que j'appelle une conception laïque de la laïcité, ce qu'elle était donc, selon moi, quand on regarde les lois Ferry ou la loi de 1905. Elle est, donc qu'est-ce que j'appelle une conception laïque de la laïcité ? C'est une conception qui fait de la laïcité un principe organisateur, une machine politique, un instrument, un moyen, et non pas une fin en soi. Un moyen précisément au service de la liberté et de l'égalité. Un moyen de maximiser, dans une société donnée, la liberté et l'égalité. De faire que, encore une fois, on atteigne le maximum de liberté possible pour tous et pour toutes, de manière égalitaire. On a fait donc de cette laïcité conçue comme un moyen, comme une machine, comme un instrument, comme un outil, on en a fait une valeur, ce qui veut à peu près rien dire. On en a fait une valeur, les valeurs de la République, la valeur laïcité. Autrement dit, on en a fait quelque chose qui s'invoque. Et là, on rentre dans le registre justement de la parole, soit religieuse, soit même magique. Une parole qui, par simple invocation, pourrait nous permettre d'exorciser tous les fléaux sociaux. Et on entend aujourd'hui dire que la délinquance, que les violences faites aux femmes, que à peu près tous les fléaux sociaux, il suffirait de réaffirmer la laïcité pour les résorber. J'avais entendu un jour Mohamed Abdi, le responsable de Ni pute ni soumise, en fait pas un jour, plusieurs jours, parce que c'est une formule qui est répétée un peu partout, la laïcité c'est le vaccin. Voilà. Pour à peu près toutes les maladies. Ce qui est quand même la définition d'un charlatan. Quelqu'un qui prétend avoir un vaccin pour toutes les maladies, c'est ce qu'on appelle généralement un charlatan. Donc on est passé donc d'une laïcité outil politique à une laïcité valeur. Et on est passé surtout d'un rapport d'altérité entre la laïcité et les religions, puisqu'effectivement les religions peuvent porter des valeurs, peuvent porter des principes, peuvent porter des choix philosophiques, des choix éthiques. Mais la laïcité, c'est autre chose. On est passé, je résume les choses comme ça, d'un rapport d'altérité entre le religieux et la laïcité à un rapport de rivalité mimétique. C'est-à-dire que la laïcité ne se pose plus comme quelque chose qui serait sur un autre plan que les religions, et qui justement, parce qu'elle est sur un autre plan, peut apporter quelque chose de précieux à chacune des religions et à chacun des fidèles des religions. C'est justement une certaine manière d'organiser l'espace social pour que tous puissent cohabiter de manière égalitaire. Mais on est passé de cette position d'extériorité à une position où la laïcité se pose comme étant sur le même terrain, en concurrence, en compétition, en opposition donc, avec la religion ou avec les religions, et j'y viendrai, avec certaines plus que d'autres. Et cette rivalité mimétique, ça peut paraître peut-être abstrait, ça va devenir plus concret quand je vais citer cette formule qu'on a entendue et qu'on continue d'entendre un peu partout.
de Nicolas Sarkozy jusqu'à la gauche et l'extrême gauche. Quand je rentre dans une mosquée, j'enlève mes chaussures. Donc quand une élève rentre dans une classe, elle doit enlever son foulard. Voilà. Rivalité mimétique, c'est exactement ça. Rivalité mimétique, hein, si moi je le fais, pourquoi toi tu ne le fais pas? Ce qui présuppose, le raisonnement présuppose que, et c'est tout le problème, qu'une mosquée et une salle de classe, c'est comparable. Hein. Et moi je pose la question, donc je dis que c'est ce de même qui pose problème. Parce que justement, une salle de classe dans une école publique, laïque, justement, ce n'est pas une mosquée, ce n'est pas une église, ce n'est pas une synagogue, c'est un autre type d'espace, c'est un espace laïque. Et du coup, dire cette fameuse phrase, hein, donc mettre sur le même plan la salle de classe et la mosquée, revient donc à faire de l'heure de cours un rituel religieux. Ce que n'est pas censé être une heure de cours dans une école laïque. Cette manière donc de reproduire la logique religieuse et du coup de se placer en compétition avec les autres religions s'oppose radicalement à la laïcité telle qu'elle était conçue dans les lois Ferry-Goblet, qui fut au contraire l'invention d'une autre logique, d'une logique alternative. Hein, c'est ça que j'appelle un rapport d'altérité entre la laïcité et les religions. Et l'invention d'une autre logique avec la mise en place d'un autre type de règles qui ne font pas de l'interdit vestimentaire un point d'honneur. La religion, effectivement, peut poser des questions d'interdit vestimentaire. Mais justement, si l'école prétend être autre chose qu'un espace religieux, pourquoi ferait-elle, encore une fois, d'une tenue vestimentaire un point d'honneur et un point d'exclusion? Un espace laïque, j'ai cette formule, est un espace pragmatique, c'est-à-dire, dans le cas de l'école, un espace où les règles existent, bien entendu, parce qu'on a souvent entendu cette phrase, il faut des règles, il faut des règles, il faut des règles, comme si les gens qui refusaient qu'on exclue les filles qui portent un foulard de l'école voulaient une école et une société sans règles. Hein, on peut établir des tas de règles, on n'est pas obligé d'établir comme règle qu'une fille avec un foulard n'a pas le droit d'aller à l'école. Donc, un espace laïque, un espace pragmatique, c'est un espace dans lequel les règles sont fondées sur l'activité pédagogique. Hein, pragmatique, c'est ça. C'est-à-dire, on est là pour faire quoi? On va interdire ce qui nous empêche ou ce qui nuit à l'activité qu'on est censé faire dans cet espace. Donc, on interdit, par exemple, le bavardage, on interdit, par exemple, de prendre la parole quand le professeur ne l'a pas donné, on interdit aussi, on sanctionne éventuellement l'élève pour ça, quand il parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet du cours. En revanche, la tenue vestimentaire d'un ou d'une élève, à part quelques exemples extrêmes qu'on pourrait trouver sur des disciplines très précises et des tenues très particulières, mais en tout cas un foulard sur les cheveux n'empêche absolument aucune activité, que ce soit un cours de philosophie, un cours de littérature, un cours de mathématiques, un cours de biologie, y compris quand on manipule des produits chimiques ou du feu, parce que c'est des prétextes qui ont parfois été invoqués, et y compris les activités d'EPS. Un espace laïque, donc c'est un espace pragmatique, c'est aussi un espace non dogmatique, c'est censé être un espace ouvert à la discussion, y compris sur la ou les significations qu'il faudrait donner à tel ou tel objet, phénomène, signe ou vêtement. Seul le rituel religieux, justement, assigne une signification unique, pieuse ou impie, à un vêtement ou à un geste. Et du coup, en décrétant qu'un foulard couvrant les cheveux est nécessairement un signe, que ce signe vise nécessairement à manifester ostensiblement une appartenance, en décrétant qu'une telle volonté de manifestation de son appartenance est nécessairement une attaque, une provocation portée contre la laïcité, l'institution, outre qu'elle se ridiculise, transforme l'heure de cours en rituel religieux dans lequel elle donne au professeur le rôle du clergé, qui veille à l'orthodoxie des faits et gestes de chacun. Cette nouvelle religion de la laïcité a d'ailleurs son clergé, et pour ma part, il me semble que des gens comme Henri Pénard-Ruiz, qu'on a pu voir beaucoup dans les médias,
parlent davantage comme des hommes d'église que comme qui rappellent une espèce d'orthodoxie. Encore une fois, une orthodoxie qui n'a rien à voir avec la réalité de la tradition philosophique, politique et même juridique de la laïcité française, mais en tout cas une certaine orthodoxie, d'une certaine idéologie. Donc Henri Pénard-Ruiz, Régis Debray, Max Gallo, Alain Finkielkraut, et je cite ces auteurs parce que, un petit peu comme Elisabeth Badinter, parfois ils vont un peu plus loin que les autres et ils avouent ce que d'autres n'avouent pas. Ils assument par exemple la dimension religieuse qu'ils mettent dans leur défense de la laïcité. Ils passent leur temps à regretter que l'école ne soit plus un espace sacré, etc., etc. Or, justement, ce que moi je tiens à souligner, c'est que l'école laïque, telle qu'elle s'est construite encore une fois, à travers les lois Ferry-Goblet, la loi de 1905, c'est une école qui est bien entendu attentive à la neutralité des personnels enseignants, des contenus enseignés, ça c'est les lois Ferry-Goblet, mais qui n'accorde pas d'importance particulière, puisqu'il a fallu attendre 2004 pour qu'un législateur l'inscrive dans la loi, aux vêtements ou aux signes religieux portés par les élèves. L'indifférence donc aux tenues vestimentaires a été la règle, une règle qui bien entendu n'a pas toujours été suivie ensuite dans la réalité des pratiques, bien entendu, mais en tout cas au niveau des principes, au niveau de la loi et au niveau, on va dire, de la masse des pratiques, eh bien, c'est ça la tradition républicaine française, et non pas le fait de faire la chasse aux croix, de harceler tous les petits élèves qui portaient des croix au début du XXe siècle, qui est une vision totalement mythifiée et réécrite de l'histoire de ce qu'a été l'école publique et laïque à cette époque-là. D'ailleurs, entre parenthèses, parmi les pratiques un petit peu honteuses qui justement nous obligent à nuancer un petit peu un tableau trop idyllique sur ce qu'a été cette école laïque indifférente, à juste titre, aux tenues vestimentaires, il est assez bon de rappeler, parce que moi, la chasse au voile m'y a fait penser, au fait que dans les années 60 et 70, on excluait des filles parce qu'elles portaient un pantalon, ou des garçons parce qu'ils avaient les cheveux longs. Donc effectivement, dans les pratiques, on n'a pas toujours été à la hauteur de nos principes. Mais les principes et les lois, ce n'était pas encore une fois la chasse au voile, l'éradication des signes ostensibles, mais au contraire, justement, une tolérance, une indifférence, un droit reconnu, puisque le silence de la loi vaut droit. Si la loi ne nous dit pas qu'on doit être neutre, eh bien, c'est qu'on a le droit de ne pas l'être. Je ne finis pas ma phrase, j'ai oublié le début de ma phrase, donc j'enchaîne. L'école laïque, donc, enfin, sur ce premier point, conception religieuse, l'école laïque telle qu'elle a été conçue par ses fondateurs avait pour vocation d'accueillir tout le monde. C'est un point très important parce que, évidemment, la loi de 2004, elle fait en sorte que l'école publique choisit son public, n'accueille plus tout le monde, exclut, et de manière très brutale. C'est ce que raconte, donc si vous, pour plus de détails concrets sur la manière et sur ce que ça donne concrètement, cette exclusion, je renvoie donc justement et au film de Jérôme Most, Un racisme à peine voilé, et au livre Les filles voilées parlent. Et précisément par rapport à ce qu'a été l'histoire passée de l'application de la laïcité au sein des écoles, c'est des choses que Jean Bobéro a rappelées. Bien entendu, il y a eu des coins où des instituteurs ou des professeurs zélés harcelaient leurs élèves pour qu'ils enlèvent leur croix, ou avaient cette conception justement très polémique de la laïcité. Mais encore une fois, au niveau des instructions qu'on donnait, c'est plutôt le contraire, quand on va voir les archives qui se passaient, à savoir qu'on disait, y compris avec un souci anticlérical,
Mais ce souci anticlérical, il se déclinait sur le mode de l'inclusion et pas de l'exclusion. C'est-à-dire, on disait aux professeurs, du calme, négociez, soyez patients, car l'essentiel est qu'ils viennent dans nos écoles et non pas dans les écoles catholiques. Voilà. Donc, il y avait un souci d'inclusion. Il y avait un souci d'inclusion, à la fois au niveau des principes et au niveau des pratiques. Évidemment, la loi de 2004 et les usages dérivés qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit contre les mamans, contre des salariés, je pense à la crèche Babylou, contre un petit peu toutes les femmes voilées un petit peu partout où elles se présentent et où elles espèrent un petit peu exister, eh bien, on ne peut pas évidemment parler d'un souci d'inclusion. Le deuxième point, et donc cette logique d'exclusion, elle m'amène justement au deuxième point, c'est qu'on passe d'une logique libertaire à une logique sécuritaire. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Pourquoi la laïcité des années 1880-1905, je la qualifie de libertaire ? Au sens où, comme je disais en préambule, le souci est une égale liberté pour tous et toutes. Voilà. Libertaire, c'est le terme le plus approprié que j'ai trouvé pour parler du souci de la liberté individuelle, mais pas comme parfois l'idéologie libérale le promeut, une liberté des uns qu'on laisse s'épanouir au détriment de celle des autres, en gros des plus fortunés à l'encontre de ceux qui ont moins de ressources. Mais justement, libertaire, j'entends par là un souci de la liberté articulé à l'égalité, c'est-à-dire voilà, le souci d'une égale liberté maximale pour tous et pour toutes. Et précisément, la laïcité a été conçue comme une machine politique, un outil, un instrument, un moyen en vue de cette fin-là, en vue de garantir une égale liberté pour tous et pour toutes. C'est dans ce but-là qu'on a imposé, par exemple, à l'école, une obligation de neutralité sur les locaux, sur les personnels et sur les programmes scolaires. Pourquoi ? Le but de l'école, nous disait-on, était de garantir le maximum de liberté individuelle et notamment d'aider des individus, des petits hommes en formation à se construire une conscience libre et un esprit critique. Former des citoyens libres tels qu'une démocratie les nécessite. Donc des citoyens qui se servent de leur esprit, qui connaissent des choses et qui savent raisonner. Évidemment, avec cette finalité, il est indispensable de neutraliser autant que faire se peut, évidemment, la neutralité absolue c'est une utopie, mais de neutraliser autant que faire se peut la parole, les convictions, les opinions philosophiques, politiques, religieuses de l'adulte enseignant. De manière à ce que cette parole n'étouffe pas cette conscience en formation, n'étouffe pas cette conscience en formation de l'enfant. Il y a un rapport de pouvoir évident, un adulte face à un enfant, et donc c'est ça qui nous oblige, quand on est enseignant, et moi je le suis, à s'astreindre à un minimum ou un maximum même de neutralité sur l'expression et le prosélytisme de ses propres convictions. À l'encontre, c'est nécessaire vis-à-vis de tout, c'est une obligation vis-à-vis de tous les élèves, mais en particulier ceux qui sont issus de familles, de milieux appartenant aux groupes minoritaires sur le plan des convictions philosophiques, politiques ou religieuses. Parce qu'évidemment, il y a le rapport de domination adulte-enfant, savant-ignorant, mais également idéologie dominante, idéologie dominée. Et donc c'est bien le principe de liberté ou le souci d'une égale liberté pour tous qui est au fondement de cette obligation de neutralité imposée aux professeurs et évidemment de la même manière de l'obligation de neutralité maximale, là aussi, on fait toujours des choix, mais maximale sur les contenus qu'on enseigne. Puisque le but est que l'élève, justement, en tant que conscience en formation, apprenne à penser par lui-même, se forge lui-même ses propres opinions, il faut que la parole du maître soit neutralisée. Il faut aussi que les programmes scolaires soient, entre guillemets, neutralisés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement qu'on ne doit pas imposer à l'élève une religion ou une idéologie officielle, ni l'islam, ni le christianisme, ni le judaïsme, ni l'athéisme, ni le marxisme, ni le libéralisme, etc.
mais au contraire, lui présenter de la manière la plus honnête et équitable possible l'ensemble du patrimoine culturel de l'humanité, dans toute sa diversité, dans toute sa conflictualité, de manière à ce que l'élève se l'approprie et fasse ses propres choix spirituels, moraux, esthétiques, politiques, en connaissance de cause. Là aussi, il y aurait beaucoup à dire. On est au niveau des principes, et sur l'application, il y aurait beaucoup à dire. Non pas tant sur le plan religieux, pour ma part, mais sur le plan politique. C'est-à-dire dans la manière notamment dont on a appris, enseigné l'histoire de France, la centralité qu'on a donnée à la France, la valorisation qu'on a faite de la nation française, y compris de sa dimension impériale, coloniale, les images qu'en histoire ou en instruction civique on a propagées de la femme, de l'ouvrier, de l'indigène, aux jeunes générations qu'on était censé éduquer, seraient largement critiquables du point de vue de la laïcité, d'un point de vue laïque. Mais en tout cas, au niveau des principes, c'était ça l'objectif. Neutralité maximale de l'enseignant et du contenu qu'il enseigne, dans le but, encore une fois, de permettre à l'élève qu'il a devant lui de se construire lui-même une conscience libre et capable de penser par elle-même. Et c'est justement ce but-là, la construction d'une conscience libre, qui justifie à la fois l'interdiction faite au professeur d'exprimer ses convictions, donc son obligation de neutralité à lui, l'obligation de neutralité des locaux, l'obligation de neutralité des programmes, c'est cet même impératif qui justifie aussi le fait qu'on n'a pas obligé les élèves à être et à demeurer neutres dans l'espace scolaire. Car c'est justement, je le souligne, je parlais tout à l'heure du silence de la loi, c'est bien une liberté d'expression maximale qui a été accordée aux élèves, puisque précisément la loi est restée silencieuse pour ce qui les concerne, ce qui signifie que pour leur part, ils n'ont pas à être neutres ni politiquement, ni religieusement, ni à aucun égard lorsqu'ils sont à l'école. Bien entendu, j'en ai parlé tout à l'heure, ce n'est pas une liberté de parole totale, puisqu'il y a justement des impératifs pragmatiques liés à la pédagogie. Ils doivent parler du sujet du cours, ils ne doivent pas parler tous en même temps, ils doivent parler quand ils ont la parole. En revanche, dès lors qu'ils respectent ce cadre pragmatique, le législateur, en tout cas, leur laisse une totale liberté d'expression. Et ça me paraît très sage. Parce qu'effectivement, la construction d'une conscience libre nécessite que l'élève fasse usage de son libre arbitre et qu'il formule donc ses opinions afin de les confronter à la contradiction et éventuellement d'ailleurs d'évoluer. Là, il y a là-dessus un énorme corpus philosophique, mais je pense à Kant par exemple, qui a très bien expliqué que la liberté de penser, même si la pensée en elle-même peut être silencieuse, la liberté de penser suppose la liberté de parler. La liberté de parler ne vient pas après la liberté de penser. On ne peut pas se rendre capable de penser librement si on ne pratique pas par la parole la pensée, la confrontation des idées, la délibération, la réfutation, l'examen critique et l'apprentissage du choix. Donc la liberté de penser suppose la liberté de parole, et c'est justement en cela que le législateur a été très sage de rester silencieux sur la liberté d'expression de l'élève. L'émancipation est une pratique, c'est dans le langage que nous pensons, et on ne saurait donc concevoir d'émancipation réelle sans liberté de parole maximale, incluant y compris la liberté d'exprimer des absurdités ou des préjugés. Parce que, et c'est une formule aussi que j'emploie et que je répète souvent, pour que des préjugés soient dépassés, il faut qu'ils aient été contredits. Mais pour qu'ils aient été contredits, il faut d'abord qu'ils aient été dits. Voilà. Et donc, c'est aussi en cela que le silence du législateur sur la neutralité de l'élève me paraît un silence très sage. Du coup, donc, la loi de 2004 marque une rupture radicale avec cette
laïcité que j'appelle libertaire, puisqu'en opposant une obligation de neutralité aux élèves, elle remet en cause le fondement même donc, de la laïcité de l'école. Et on m'objectera que la loi porte uniquement sur les tenues vestimentaires, mais vous avez bien vu comment, dans les discours périphériques qui ont accompagné et légitimé cette loi, et dans les extrapolations ensuite, dans les applications sauvages qu'il y a eu de cette révolution juridique, c'est bien une injonction au silence, à la discrétion et à l'inexpression, je ne sais pas si ça se dit, mais en général, pas simplement sur le plan vestimentaire, qui a été adressée aux musulmans et aux musulmanes. Et il n'est pas rare aujourd'hui qu'on entende un journaliste, un intellectuel, un homme politique, sans être contredit, dire dans les plus grands médias, avec le plus grand sérieux, que la laïcité, c'est garder ses convictions pour la sphère privée et rester neutre dans la sphère publique. Voilà. J'y reviendrai. C'est ce qui est, quand on y réfléchit, c'est pour ça que j'y reviendrai, une énormité, à la fois sur le plan intellectuel, c'est stupide, mais sur le plan politique, c'est terrifiant. Mais en tout cas, c'est bien ça, cet impératif-là de neutralité, de discrétion, de non-expression qui a été adressé à la faveur de cette nouvelle loi sur le voile à l'école. Rapidement, parce que le temps passe, donc j'ai deux autres points à développer. Un dernier point sur la dimension sécuritaire. Il me semble que l'adjectif sécuritaire, du coup, puisque donc la laïcité n'est plus libertaire, c'est le moins qu'on puisse dire, que du coup, qu'est-ce qu'elle est? Je dis qu'elle est sécuritaire, et que ce terme m'est aussi inspiré par le fait que dans les argumentaires qu'on a pu entendre à l'époque pour justifier cette loi, c'est l'ordre public souvent qui a été invoqué, plus que justement la pédagogie, la création ou la formation d'une conscience libre, et donc la liberté de penser et de parler. L'ordre public, en quel sens? Regardez, c'est la guerre civile, entre juifs et musulmans notamment. On nous a fait un tableau apocalyptique de la situation dans les écoles. Et on a présenté aussi cette loi de 2004 comme une loi d'apaisement de ce point de vue-là. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, il est vrai que si on se pose la question de la tradition, des fondements, etc., du passé, de la généalogie passée de cette nouvelle loi, de cette révolution conservatrice, effectivement, ce n'est absolument pas 1880, je l'ai dit, ce n'est pas 1905, mais par contre, il y a bien quelque chose, c'est 1936, une circulaire de Jean Zay, qui justement pour des raisons d'ordre public, dans une situation spécifique, d'exception, rédige une circulaire interdisant aux élèves d'arborer, donc aux élèves, effectivement, pour la première fois dans l'histoire de France, d'arborer des signes politiques, mais c'est une situation où la circulaire, quoi qu'on en pense, ce n'est pas mon problème, mais factuellement, c'est le seul cas dans lequel les élèves ont été visés par un impératif de neutralité. C'était un climat dans lequel il s'agissait de réagir à des affrontements violents et nombreux entre ligue fasciste et jeunes étudiants communistes, notamment, dans les années 30. Et là aussi, tout historien sérieux peut vous dire que la fréquence et la violence de ces affrontements n'avaient rien à voir avec ce qui peut effectivement et malheureusement exister entre individus, parfois juifs et musulmans, mais d'une manière générale, entre individus, entre élèves, au sein des établissements scolaires en France aujourd'hui. Le troisième point, donc, passage d'une logique démocratique à une logique totalitaire. Donc j'avais dit que le terme peut choquer, mais que j'allais m'en expliquer. Effectivement, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là justement une certaine conception de la neutralité de l'espace public. Donc je disais à l'instant, la laïcité, c'est devenu une tarte à la crème. Qu'est-ce que la laïcité? Faites un micro-trottoir. L'homme de la rue ou la femme de la rue vous répondra tout simplement ce qu'il ou elle a entendu partout dire par des gens censés être éduqués, cultivés, savants et diplômés, c'est-à-dire une énormité, un mensonge, une stupidité. Un mensonge sur le plan historique et une énormité sur le plan politique. Une monstruosité sur le plan politique et moral. C'est que la laïcité, c'est garder ses convictions pour chez soi, mais rester neutre dans l'espace public.
Alors, cette expression neutralité de l'espace public, d'une certaine manière, le mot neutralité, c'est absolument pas un maître mot dans la loi de 1905. Le maître mot, ça serait plutôt séparation. Neutralité, ceci dit, d'une certaine manière, si on veut l'utiliser, on peut en parler effectivement pour désigner la laïcité, que ce soit celle des lois Ferry ou celle de la loi de 1905. Effectivement, d'une certaine manière, l'espace public doit être un espace neutre, mais en un sens bien particulier. Parce que justement, la formule peut vouloir dire deux choses. Je résume les choses comme ça. Est-ce que c'est l'espace qui est neutre ou est-ce que c'est le public ? Premier cas de figure, première conception de la neutralité de l'espace public, c'est l'espace qui doit être neutre, pas le public. L'espace doit être neutre, en quel sens ? Comme un terrain neutre dans un match de foot. Ça n'empêche pas qu'il y a deux équipes, que les deux équipes ont une totale liberté de déployer leur jeu dans cet espace, mais l'espace est neutre. C'est-à-dire, on a choisi un espace dans lequel il n'y a pas quelque chose, par exemple dans les gradins et les supporters, quelque chose qui pourrait avantager l'une plutôt que l'autre. Très concrètement, ça veut dire quoi sur le plan politique ? Ça veut dire qu'un espace neutre, c'est un espace dans lequel on ne laisse pas, et c'est le rôle de la puissance publique, on ne laisse pas. D'abord, l'État déjà ne le fait pas lui-même, donc ni l'État, c'est un espace dans lequel ni l'État, ni des forces sociales dominantes, par exemple justement les religions majoritaires, n'exercent de pression sur les individus pour ce qui concerne leur choix spirituel, leur choix vestimentaire, leur choix en général. Par conséquent, un espace public neutre, c'est un espace dans lequel chaque individu a une liberté maximale de s'exprimer, y compris s'il appartient au groupe minoritaire, y compris si ce qu'il a à exprimer est minoritaire. C'est donc un espace sur le plan vestimentaire aussi, où chaque individu, mâle ou femelle, a une liberté maximale de s'habiller comme bon lui semble. Dans un espace dans lequel donc, très concrètement, une femme peut porter un foulard si telle est sa décision, et peut ne pas le porter si telle est sa décision. Et je résume les choses en disant que donc, dans cette première conception, qui est encore une fois celle de la loi de 1905 et celle dans l'esprit des lois Ferry-Goblet, l'espace public doit être neutre, mais c'est l'espace et non le public qui doit être neutre, et plus que cela, l'espace doit être neutre justement dans le but de permettre au public de ne pas être neutre. La neutralité de l'espace n'est pas une fin en soi, encore une fois, mais un moyen. Le but de tout ça, c'est quand même que les gens puissent ne pas être neutres, que les gens puissent s'exprimer, tout simplement. Et si vous y réfléchissez bien, un espace, au contraire, dans lequel les individus devraient rester neutres, ben c'est simple, réfléchissez. Ça veut dire abolition pure et simple de ce qu'on appelle la liberté d'expression. Voilà. Restez neutre, allez vous exprimer. D'expression et d'une certaine manière justement une obligation de demeurer neutre, de ne pas de fermer sa gueule, de ne pas s'exprimer dès qu'on est dans l'espace public. Parce qu'effectivement, si vous lisez là aussi tous les témoignages, les régimes totalitaires justement, par contre, ah oui, dans la sphère privée, ben heureusement qu'il ne reste plus que ça. On n'en pense pas moins, on en parle, on fait attention par contre parce qu'il y a des micros, des indices, etc. Mais c'est ça un régime totalitaire, c'est un régime où on s'exprime que dans la sphère la plus privée. Ce qui m'amène d'ailleurs entre parenthèses à dire, et à reprendre une formule de Mona Chollet qui avait écrit il y a une dizaine d'années, que la République, le mot République, 9 fois sur 10, désormais dans ses usages dominants, était une formule codée, une équation pour signifier la France moins les Arabes. En m'inspirant d'elle, je dirais que la laïcité, c'est beaucoup trop souvent, 9 fois sur 10 j'ai envie de dire, une formule codée aussi pour l'équation suivante, la démocratie moins les musulmans.
C'est-à-dire, c'est rigoureusement l'opérateur conceptuel qui permet de soustraire les musulmans du bénéfice des droits démocratiques qui sont encore accordés au reste des citoyens. Et notamment le droit tout bête de s'habiller comme on veut ou d'exprimer ses convictions, et y compris de faire du prosélytisme. Parce qu'encore une fois, quand on dit « oui, je respecte, vous avez le droit de vous exprimer, mais ne faites pas de prosélytisme », là aussi, je vous laisse réfléchir concrètement à ce que ça peut donner. À chaque fois qu'on s'exprime, ou en tout cas très souvent, on fait du prosélytisme, et heureusement. Heureusement que quand deux personnes discutent, elles cherchent à se convaincre l'une l'autre. Sinon, la création d'une conscience libre, capable de changer d'avis, capable de s'autocritiquer, ça n'existerait pas. Alors évidemment, on n'est pas pour autant passé dans un régime totalitaire, à la fois parce qu'on est au niveau des argumentaires, d'une idéologie certes dominante et certes surarmée, mais qui a quand même des résistances, et que deuxièmement, l'inscription dans la loi n'a pas été au bout de cette logique non plus. Et on n'est pas dans une logique totalitaire pour une autre raison, c'est que l'obligation de neutralité imposée au public, y compris dans les discours les plus jusqu'au-boutistes, elle ne concerne qu'un seul public, le public musulman. Ce qui fait qu'un régime dans lequel une majorité de citoyens bénéficie, bon an mal an, de droits démocratiques, et notamment de droits à l'expression, et dans lequel, en même temps, une minorité en est, comme je disais, soustraite, plus que totalitaire, ça porte le nom d'apartheid. Donc c'est plus une logique discriminatoire, et j'en viens donc à la question du racisme et à la question identitaire. Je vais essayer de faire vite parce que je crois que j'arrive à la fin de mon temps. Qu'est-ce que j'appelle laïcité égalitaire qui devient une laïcité identitaire? Je saute quelques pages. On pourra revenir donc sur la question raciste, mais je l'aborde au moins par ce biais-là. La laïcité, au lieu d'être justement une machine au service de l'égale liberté de chacun et chacune, donc une machine égalitaire, devient une valeur, je l'ai dit au début, identitaire, un modèle identitaire, un dress code dans le cas de toutes les offensives sur le voile. Être laïque, en fait, c'est quoi? C'est une certaine manière de s'habiller. Donc un dress code. C'est Saïd Akada qui le dit dans le film Un racisme à peine voilé. C'est comme un défilé de mode. On fait défiler devant les Arabes, les musulmans, tous les potentiellement musulmans de France, des modèles, non pas du français qu'ils doivent être, je reprends sa formule, mais de l'arabe qu'il faut être pour pouvoir finalement être français quand on est arabe. Des modèles du bon arabe, des modèles de la bonne arabe, de la bonne beurette comme on dit, de la bonne musulmane. Et donc ça implique un dress code, des modèles identitaires, y compris jusque dans les dimensions vestimentaires. Identitaire, j'entends aussi autre chose, c'est je vais le dire en fonction de 3 citations qui permettent d'exprimer ce que je veux dire. La première, si on n'aime pas la République française, il faut aller ailleurs. Non, je la passe celle-là. Elle est de Xavier Darcos, ministre de l'Éducation nationale, en 2003, à propos de 2 élèves voilées françaises. Mais je n'ai pas le temps de développer. Jean-Luc Mélenchon, grand laïc. Alors, laïc 1905 ou laïc 2004 ? Ben, vous allez voir. C'est un débat de 2005 dans lequel il est question de la loi de 2004 et il en fait l'éloge en expliquant que la laïcité, principe abstrait, valeur énoncée sur un mode incantatoire, c'est ce qui permet de vivre ensemble, tous ensemble, dans le respect des convictions de chacun, etc. Un discours idyllique, de bisounours. Malheureusement, ce discours, qui sera toujours un discours de bisounours tant qu'il sera un monologue, mais il arrive parfois qu'il y ait sur le plateau une contradiction. La contradiction ce jour-là lui est apportée. On lui fait remarquer 3 choses. C'est pas normal d'avoir assigné au foulard un sens unique et infamant sans demander l'avis de celle qui le porte. Deuxième chose, cette campagne anti-foulard ininterrompue pendant 1 an a stigmatisé toute une catégorie de la population sur la base de préjugés et de phobies. Et enfin, cette loi a quand même comme conséquence que des jeunes femmes, des jeunes filles, élèves, adolescentes, qui veulent aller à l'école publique, en sont finalement exclues. Et face à ces 3 interpellations, comment réagit le sénateur à l'époque, Jean-Luc Mélenchon? Eh bien, il cesse d'être un bisounours, en fait. Il cesse d'être
de parler vivre ensemble et respect mutuel, de toutes les convictions et de toutes les sensibilités spirituelles. Il dit, écoutez, notre manière de vivre à nous, les Français, c'est qu'on ne met pas de voile à l'école. Voilà ce que j'appelle une transformation identitaire. L'argument ultime devient notre manière à nous de vivre, les Français, c'est pas de voile, un dress code. Un ultime exemple, plus sophistiqué, c'est justement Henri Pénard-Ruiz, le philosophe, donc un confrère, qui a été membre de la commission Stasi et très médiatisé à cette occasion-là, et qui a fait la promotion idéologique, et philosophique, j'ai envie de dire, ou paraphilosophique, de cette loi, et qui disait notamment dans un débat de promotion justement de cette loi de 2004, « Je n'ai pas à savoir en tant qu'enseignant si mes élèves sont juifs, chrétiens, musulmans, athées ou autres, puisque je dois les traiter tous comme des élèves, tous égaux. » Alors, ce qui est frappant dans cette citation, dans ce propos, dans cette équation, c'est que donc, puisque ce sont des égaux et que je dois les traiter comme tels, je ne dois donc surtout pas connaître leurs différences. Ce qui est intéressant, c'est que là, justement, la logique identitaire n'est pas assumée comme elle l'est dans, par exemple, le mouvement qui s'appelle, de manière assumée, les identitaires, l'extrême droite, Marine Le Pen, qui va dire qu'elle défend, oui, l'identité française. La dimension identitaire est refoulée, déniée, dissimulée derrière, au contraire, son contraire, justement, c'est-à-dire un souci égalitaire. Tout le discours, là aussi au niveau des principes, dans le moment bisounours du discours, le premier moment, le moment où on pose ses principes, ce n'est pas l'identité, ce n'est pas une logique identitaire, ce n'est pas la défense d'une identité, c'est le souci de l'égalité. Donc tout le discours, si vous entendez parler dans le vague Henri Pénard-Ruiz, il va vous parler de l'enfermement identitaire qu'il faut combattre, de l'universalisme et d'un respect égal et du souci de l'égalité. Donc c'est les élèves sont égaux. Mais la suite, c'est une égalité qui s'oppose à la différence. Eh bien, si on réfléchit, le contraire de l'égalité, ce n'est pas la différence, c'est l'inégalité. Par contre, le contraire de la différence, ce qui s'oppose vraiment à la différence, c'est l'identité. Oui, excusez-moi. Donc je conclus là-dessus. Qu'est-ce que fait Pénard-Ruiz ? Il fait de l'identité, le fait d'être identique à un modèle, à une majorité, à une norme, une condition sine qua non de l'égalité de traitement. Et ça, c'est ça que j'appelle un particularisme dominant qui s'identifie à l'universel, une logique identitaire qui s'exprime dans les termes du discours égalitaire. Ma conclusion est la suivante. Si le fait de connaître les différences religieuses de nos élèves nous empêche de les traiter en égaux, le problème n'est pas ce que l'élève porte sur sa tête, mais ce qu'il y a dans la nôtre, et ça s'appelle le racisme. Être incapable de traiter en égaux deux individus dès lors que l'on connaît leurs différences, par exemple que l'un soit juif, l'un soit musulman, l'un soit chrétien ou l'autre soit encore autre chose, une incapacité de traiter en égaux des personnes différentes dont on perçoit et dont on connaît les différences, c'est précisément la définition même du racisme. Et c'est pour ça que je parle effectivement d'une laïcité qui, 9 fois sur 10, n'est que le cheval de Troie du racisme. Voilà pourquoi, d'une certaine manière, Elisabeth Badinter, tous les masques, quand elle rend hommage à Marine Le Pen. Je vous remercie de votre attention.